Here we go. Video this. You got it? Yep. 1, 2, 3, action. If I was playing, Boston would be at home. New York, damn sure would be fucking at home. If you're not on the court playing against Boston or on the court playing against the New York Knicks, you should keep your mouth shut. 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 L'été dernier, le Miami Heat sort d'une saison compliquée et a officiellement pris ses vacances après une élimination sans surprise face au rouleau compresseur des Celtics. Sans Jimmy, sans Rozier, sans Raquez, l'équipe n'a pas pu créer l'exploit. La saison régulière, marquée par des blessures et un certain manque de sérieux, a montré les limites stratégiques du Heat. Puis est venu le clash. Butler, frustré, a ouvert sa bouche après l'élimination contre Boston, trash-talkant les Celtics sans même avoir mis un pied sur le terrain en play-off. C'en est trop pour Pat Riley. Fatigué des blessures à répétition et des caprices de sa star, il a refusé de lui offrir une prolongation au max et lui a répondu de manière cinglante « Mec, si t'es pas sur le terrain, tu la mets en veilleuse. » Une humiliation publique. À partir de là, la fracture était inévitable. Les tensions ont explosé, Butler a été suspendu, puis les rumeurs de transfert ont enflammé la NBA. Pour autant, le Heat ne voulait pas le brader, mais les offres sérieuses se faisaient rares. Butler voulait rejoindre Phoenix, mais la clause de no trade de Bradley Beal a fait échouer le deal. Puis les Warriors sont entrés dans la danse. Les négociations étaient pourtant au point mort, alors que quelques heures avant la trade deadline, la nouvelle est tombée. Jimmy Butler part à Golden State pour épauler Stephen Curry dans sa quête d'une dernière bague. Waouh! Aujourd'hui, Miami doit se réinventer. Butler, c'est du passé. Le Heat doit écrire un nouveau chapitre, reconstruire autour de Bam Adebayo et Tyler Herro. Bref, trouver une nouvelle identité, quoi. Mais des questions demeurent. Comment rebondir après avoir perdu son leader? Quelle direction prendre? Est-ce qu'il faut amorcer une reconstruction qui est inévitable tout de suite maintenant? Bon, une chose est sûre, le Heat est une institution respectée en NBA, qui a toujours su rester compétitif, comme en témoignent les numéros retirés de certains des plus grands Hall of Famers de la Grande Ligue. Alors en bon coach du dimanche, je prends donc les commandes du Heat après la trade deadline et on va tenter ensemble de reconstruire l'équipe vers un nouveau titre. Et qui sait, accrocher une bannière supplémentaire au plafond du Kaseya Center de Miami. Je vous souhaite donc à tous la bienvenue dans l'épisode 1 de mon My NBA 2K. J'espère vous régaler. Pour moi, c'est déjà un plaisir. Alors ne perdons pas plus de temps. Let's go! On va commencer par faire la rencontre de notre président, Brad Areda, qui a pour priorité de développer la marque du Heat, et ce à travers le succès de son équipe et son image. Bon, bien entendu, c'est pas Riley le boss IRL, mais à défaut de pouvoir le modifier dans le jeu, on va lui faire prendre vie sous la casquette de manager général. Parce que ouais, qu'est-ce que serait une saison avec Miami sans son parrain qui aura bientôt 80 balais, une telle longévité? Moi, ça force mon respect et mon admiration. Petit coup d'œil au classement, Cleveland, Boston et New York sont premiers leaders et clairement contenders pour le titre à l'Est. Maintenant, nous on est 7ème, on peut encore se qualifier directement pour les playoffs, à condition de se bagarrer contre Détroit et Milwaukee, qui sont clairement à notre porte. Attention à Orlando et Atlanta qui sont derrière et qui vont se battre aussi jusqu'au bout. On n'a donc pas une position catastrophique, donc on va rester compétitif, et qui sait, peut-être mettre des bâtons dans les roues dans la progression du Big Three. En tout cas, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais on est premier de notre division, et clairement cette division affiche un niveau très faible. Quand on voit le niveau des Hornets et des Wizards cette année qui sont complètement en train de prendre l'eau, je me dis qu'il faudra absolument pas manquer ces rendez-vous pour gagner des points. Et pour finir, petit tour sur l'Ouest, OKC qui fait une saison stratosphérique, le développement des jeunes équipes de Houston et Memphis, sincèrement, se positionne comme outsider à prendre très au sérieux. Les Denver Nuggets, toujours un peu sneaky, présents avec encore un Jokic qui nous fait une très grosse saison. Les Lakers, les Wolves vont devoir rester très solides parce que derrière on a les Clippers et les Mavericks qui ont faim. Bref, à l'Ouest, ça s'annonce très serré pour les qualifications en play-off. Passage en revue des effectifs, et là on constate tout de suite que Tyler Herro, 25 ans, est l'un des visages du Heat aujourd'hui. Scoreur naturel, il est capable de prendre feu à 3 points et de créer des tirs en isolation. Après, il a été repositionné meneur cette saison. Mais est-ce vraiment son rôle? Attendu comme l'un des leaders offensifs, il doit désormais organiser le jeu tout en restant une menace au scoring. Pas évident. Serait-il plus à l'aise?
En arrière, son poste naturel, une discussion avec le staff s'impose et sa performance dans ce nouveau rôle pourrait bien définir l'avenir de l'équipe. Ensuite, on a Bam Adebayo. Vous me direz, c'est lui le franchise player. En effet, comment vous contredire? Tant son nombre de badges est impactant, c'est le pilier défensif du Heat, l'âme de l'équipe depuis plusieurs saisons. C'est un intérieur ultra mobile, puissant, explosif, mais surtout très intelligent. Bref, défensivement, c'est un monstre capable de switcher sur toutes les positions. Mais lui aussi a subi un repositionnement au poste d'ailier fort pour laisser la place au jeune rookie Kel Wire. Offensivement aussi, il a progressé, jeu à mi-distance, création, présence dans la peinture. Il a tout pour être le socle de l'équipe. Mais bon, maintenant que Butler est parti, je me pose une question. Peut-il vraiment être le franchise player d'une équipe qui vise le très haut niveau? En tout cas, les fans suivront cette évolution avec beaucoup d'intérêt et les statistiques ne mentiront pas. Affaire à suivre donc. Ensuite, Andrew Wiggins, 29 ans. Débarque à Miami dans l'ombre du départ de Jimmy, ancien numéro 1 de draft, champion NBA avec les Warriors. Il apportera certainement son expérience et son talent des deux côtés du terrain. Ça reste un joueur athlétique, bon défenseur sur les ailes, capable de scorer en isolation ou en catch and shoot, mais j'ai encore des doutes. Il est irrégulier, parfois trop effacé. Peut-il retrouver son niveau All-Star et devenir un leader offensif pour ce nouveau projet? C'est tout l'enjeu de son arrivée en Floride, et on aura les yeux braqués sur lui. Côté arrivée, Davion Mitchell, 26 ans, peut apporter ce que l'on aime, de la dureté défensive. Véritable chien de garde sur l'homme, il harcèle les meneurs adverses et impose une intensité physique à chaque possession. Ça va donner sur certains match-ups, j'en suis convaincu. Après, offensivement, c'est une autre histoire. Son tir extérieur reste inconstant et il peine à peser en attaque. Alors peut-il s'imposer comme un vrai meneur gestionnaire ou ça restera un spécialiste de la défense en sortie de banc? Eh bien, dans l'optique de repositionner Tyler Herro au poste d'arrière, je compte sur lui pour s'améliorer rapidement. D'ailleurs, concernant les arrières, c'est la douche froide. Terry Rozier et Duncan Robinson, deux gros contrats pour un rendement discutable. Robinson, sniper pur, reste une menace extérieure, mais son irrégularité et sa défense poreuse le rendent difficile à aligner sur de longues périodes. Rozier, lui, c'est un scoreur explosif, capable de coups de chaud, mais son inefficacité cette saison interroge. Moins tranchant, moins fiable, deux joueurs en perte de vitesse. Je vais devoir prendre une décision rapidement avec eux, en analysant leurs résultats sur cette fin de saison. Sinon, il faudra les incorporer dans un trade pour alléger la masse salariale ou bien chercher un pic de draft supplémentaire pour 2025. Et puis en fond de banc, on a Josh Christopher dans cette rotation. Athlétique, énergique, capable de scorer en sortie de banc, mais il est encore trop irrégulier pour mériter plus de minutes. Son tir extérieur est très suspect, défensivement il doit encore progresser. Pour l'instant c'est une simple pièce dans l'effectif, peut-être qu'il pourra forcer la main du coaching staff et se faire une vraie place. Pour les ailiers c'est un peu mieux. On a vu le cas Wiggins, maintenant il y a un joueur que j'apprécie particulièrement, c'est Jaquez. C'est pas un grand défenseur, c'est pas un grand shooter ou un slasher élite, mais il peut tout faire, et en bien. Ce qui attire l'œil en premier, c'est sa polyvalence en attaque. Il est capable de shooter en catch and shoot, en sortie d'écran avec des pourcentages à plus de 40%. Il fait aussi preuve d'une constance dans son approche du jeu depuis ses premiers pas à Miami. C'est clairement un joueur que j'aimerais voir titulaire à terme, je vais suivre son évolution de très près. Highsmith, lui, c'est un très gros shooter à 3 points. En fin de match, pour soulager les gars, il peut amener sa défense sur un contrat de 10 millions, moi ça me va très bien, à voir son évolution par la suite. Kyle Larson, lui, je le connais pas très bien. Sélectionné en 44e position de la draft 2024, il fait partie des nouvelles têtes du Heat. Et preuve que Pat Riley croit en lui, il lui a offert un vrai contrat NBA et non un two-way contract. Sorti d'Arizona, cet ailier suédois est un vieux rookie puisqu'il a déjà 23 ans, mais bon, les dirigeants ont vu en lui du potentiel. Au vu des dernières drafts du Miami Heat, je pense qu'on peut leur faire confiance et on lui donnera quelques minutes de temps de jeu. Côté ailier fort, on peut noter l'arrivée de Kyle Anderson, alias Slow-Mo, qui va être un vétéran précieux pour l'équipe. C'est pas le plus rapide, mais un QI basket au-dessus de la moyenne, capable de défendre plusieurs positions, d'organiser le jeu en seconde unit et d'apporter une touche de playmaking. Il reste un role player fiable, le souci, son tir extérieur. Il est inconstant, il manque d'explosivité, ça limite son impact offensif. Son contrat me paraît un petit peu élevé, mais bon, si ça ne fonctionne pas, il pourra toujours servir de valeur marchande pour un trade. Après Nikola Jokic, on a Nikola Jovic. C'est un joueur très technique pour sa taille et il a un excellent sens du jeu. C'est un joueur très intelligent, en attaque, il se place bien, il est capable d'évoluer avec ou sans ballon. Bon, c'est un bon passeur, très régulier au tir, notamment au catch and shoot. J'ai hâte de voir ce qu'il peut donner, comment il peut évoluer. Dès sa draft, j'ai compris que Miami avait tiré le gros lot. Wire est avant tout un athlète très au-dessus de la moyenne, le pivot sait comment s'y prendre pour détruire un arceau et conclure des alley-oops. Au-dessus du panier, c'est un danger presque constant, et sa détente comme ses dimensions ont même pas surpris dans le bon sens les scouts de la draft combine. À cela s'ajoute une belle panoplie d'outils pour être efficace, avec du toucher et un recours récurrent au hookshot. Mais comme si ça ne suffisait pas, c'est son potentiel de shooter à 3 points qui fait la différence. Sa mécanique de shoot est plutôt propre,
Et dans le cas où son tir se développe bien, Wire pourrait devenir un spécimen très précieux de rim and three, donc un pivot capable de protéger un arceau et sanctionner derrière l'arc. Tout ce qu'on aime. D'ailleurs, dans la course au rookie de l'année, il est plutôt bien positionné, déjà 80 de général. J'espère qu'il va encore monter en puissance et devenir un des meilleurs pivots de sa génération. Derrière lui, Kevin Love, champion NBA en 2016, 5 fois All-Star. À 36 ans, le vétéran sera toujours présent pour choper quelques rebonds et placer quelques claquettes bien senties. Concernant le 5 majeur, pas de surprise, Herro, Rozier, Wiggins, Adebayo et Wire sont présents, Davion Mitchell en 6e homme, Robinson, Jaquez, Anderson viennent compléter le banc. Pour l'instant, je laisse le coach, Erik Spoelstra, organiser l'équipe. Sa stratégie, c'est vitesse et espace. Plus de tirs à 3 points, une défense écartée et l'exploitation de la mobilité des joueurs pour provoquer des fautes. L'avantage, c'est un volume de tir énorme et un jeu rapide. Mais en contrepartie, on va sacrifier un peu de taille et de puissance. Aucun vrai stopper au poste bas, heureusement que Adebayo et Wire sont bons, ce qui peut être un vrai problème défensif. On verra. Après, Spoelstra, c'est un maître tacticien. Je lui fais entièrement confiance et on ajustera après si nécessaire. Petit tour sur les finances, et Miami est dans une situation compliquée. La masse salariale est lourde, plusieurs gros contrats qui limitent la flexibilité. Bam Adebayo et Tyler Herro sont verrouillés sur le long terme, très bien, mais derrière on entraîne les deals de Duncan Robinson et Terry Rozier. 2 contrats difficilement échangeables vu leur rendement actuel en plus. L'arrivée d'Andrew Wiggins alourdit un peu plus la note, et avec peu de pics à disposition, les options sont clairement limitées. Je m'interroge donc, je suis bloqué entre l'envie de rester compétitif tout de suite pour les playoffs et la nécessité de faire le ménage. La priorité pour moi c'est de récupérer de la flexibilité, parce que pour l'intersaison, j'aimerais être en capacité de signer un gros nom, ou de choper un pic haut et ça nécessitera des trades, et pas me retrouver complètement coincé par le salary cap. Va falloir être malin. Soit en trouvant des trade packages intéressants, soit en développant les jeunes pour qu'ils prennent rapidement de la valeur. Bref, Pat Riley et son front office ont du boulot. J'ai mis à jour la liste des transferts. Wire et Intouchable ont mis sur son développement. En revanche, Rozier et Robinson sont sur la liste des départs. 2 gros contrats à bouger pour libérer de la flexibilité, on l'a dit. Côté recrutement, on ne vise pas du petit calibre. Miami aime les stars et j'ai déjà identifié plusieurs gros noms en situation compliquée dans leur franchise. Trae Young, LaMelo Ball à la main, ou si possible Giannis ou Zion. Si une ouverture se présente, on doit être prêt à foncer. L'idée, c'est de créer un Big Three avec Herro et Adebayo, un vrai projet Miami style. Mais avant ça, il va falloir être stratégique, trouver les bons assets, surveiller les tensions ailleurs, et surtout, voir quelle star devient réellement disponible. Rien de presse, mais on garde cette possibilité en tête. D'autant plus que la draft 2025 approche et on a des besoins clairs. Un meneur à développer et un arrière pour compenser les probables départs de Rozier et Duncan. Bonne nouvelle, cette QV a du talent et le top 5, il est impressionnant. Cooper Flag, tout le monde va vouloir se l'arracher, et derrière lui, Ace Bailey, Dylan Harper, Trey Johnson et Gordon Hill sont des prospects ultra prometteurs, mais je pense qu'ils ne seront pas à notre portée. On n'a qu'un seul pick de premier tour, donc l'idéal serait d'en choper un deuxième. Soit on trouve notre futur meneur ou arrière dans cette draft, soit on utilise ce pick pour négocier un gros move. Quoi qu'il arrive, on doit ressortir de cette draft avec un prospect qui marquera le futur du hit. On est au bout, je passe en revue les programmes d'entraînement et de mentorat pour maximiser le développement des jeunes et optimiser les forces des cadres. Wire doit bosser sur sa mobilité et son jeu au poste, Tyler Herro repositionné meneur doit continuer à bosser sa lecture du jeu et sa gestion du tempo, Mitchell doit progresser absolument en attaque, bref on ajuste les rôles et on s'assure que chaque joueur progresse sur les bons axes. On ne peut pas se permettre de stagner, surtout avec les ambitions affichées. Allez, maintenant qu'on a fait un point sur la situation de la franchise, on va enfin pouvoir regarder le calendrier et démarrer notre premier match. Et comme un coup du destin, nous allons affronter les Celtics, nos rivaux historiques. Pour nous, c'est l'occasion de prendre l'équipe en main, s'adapter au système et au shoot signature. Et on va surtout voir comment notre spacing fonctionne face à une défense de haut niveau. On doit trouver notre rythme, imposer notre tempo et au minimum, j'espère faire bonne figure face à l'un des poids lourds de l'Est. Mais soyons clairs, pas de Boston dès ce premier match, ce sera un message fort. Allez, trêve de bavardage, let's go! For Boston, Holiday at the 1 with White at the 2. The core of this team, Brown and Tatum in the front court, and it's Porzingis in at the 5 spot. And for the Heat, Tyler Herro is out there with Terry Rozier. Then it's Andrew Wiggins, then it's Bam Adebayo, and it's Ware in at the 5. Stan, in terms of style of play, these teams are very similar. Well, Brian, look, there's great shooters on both sides, and it's really Et l'entre-deux est gagné par Porzingis d'entrée et c'est Holiday qui monte la balle. Tatum, White, système bien exécuté. Et Jalen Brown sanctionne immédiatement à 3 points. Dès l'entame, Boston impose son tempo. Herro pour Adebayo. Oh, superbe récupération de passe et le dunk tout en finesse sur la tête de Jrue Holiday. La réponse.
Jaylen Brown, quelques dribbles, passe à gauche, tir en suspension sur Wiggins, en retard. Oh, c'est difficile à contester. Ça va vite. À nouveau Jaylen Brown. Joue Holiday. Wiggins qui n'oublie. Voilà, il faut pas l'oublier. Et le petit écran illégal de Porzingis. Petit cadeau, mais on peine à enchaîner. Allez, on tente de répondre en jouant nos systèmes. Wire, Hero. Wire qui pose un superbe écran. Et Hero en profite pour shooter à mi-distance en tête de raquette. Magnifique. Aïe aïe aïe, défensivement ça coince. Allez, il faut montrer du caractère. Adebayo pour Wiggins. Oh, c'est magnifique. Il va pouvoir se démarquer. Tyler Hero dans l'axe. À 3 points. Bon, malgré quelques séquences intéressantes, on est en galère. Je décide de simuler la fin du quart-temps. Score 32-22 pour les Celtics. Va falloir step up très vite, sinon la soirée va être longue. Tatum, en isolation face à Wiggins. Il le bouscule. Ah, termine main gauche au cercle, c'est trop facile. Wiggins, en drive and kick. Sur Mitchell, oh, il va me faire mentir sur ses qualités offensives. Pritchard, il prend l'intervalle et dépose en lay-up main droite. Punit encore Mitchell qui n'arrive pas à le contenir en 1-1. Et il en profite, encore, sur un superbe flotteur. C'est trop facile pour Pritchard, ça devient un vrai problème. Mitchell à la main pour Anderson. Mitchell en post-up, dos au panier. Oh, il s'invente une sorte de bras roulé improvisé qui surprend Pritchard. Un move atypique mais efficace. Oh! Contre de Cornet sur un flotteur de Raquez. Sam Hauser pour la passe lobée. Et Cornet qui n'a plus qu'à finir au CR. Temps mort. Ah, Miami tente de résister, mais c'est vraiment difficile. Hein. Boston impose vraiment sa puissance. Allez, changement a priori. Cornet retourne sur le banc. Porzingis revient sur le terrain. Et de notre côté, retour du 5 majeur complet. Allez, ça repart pour Miami. Quel wire. Système. Tyler Hero. Tyler Hero, bousculé par Holiday. Revient sur wire. Et Adebayo en pick and pop. Oh, un 3 points important pour relancer l'attaque. Bang. 22e carton. Adebayo est partout. Interception. Et relance tout de suite sur Terry Rozier. Hero. Tentative de Léo précipitée. Derrick White. Lob pass pour Porzingis. Mismatch contre Rozier. Il en profite immédiatement. Jaylen Brown, crossover sur Raquez. Bah, quel dunk. Bon, Miami est en train de perdre le fil. 10 points d'avance pour Boston, je décide de simuler la fin du quart-temps. Et ça ne s'arrange pas. 59-46 pour les Celtics à la pause. Je laisse ensuite l'équipe se gérer pour le troisième quart en simcast. Et surprise, on réduit l'écart. Les ajustements de Spoelstra ont dû faire effet. Bam et Tyler semblent avoir pris le relais et c'est exactement ce qu'on attend de nos leaders. Maintenant, reste à voir si on peut finir le travail et renverser Boston dans ce dernier quart. Let's get it! Mitchell. Pour Kevin Love. Kevin Love pour Duncan. Qui crée l'écran. Tente d'agresser la raquette main gauche, mais c'est raté. Tatum capte le rebond, déclenche tout de suite la transition vers Pritchard, qui tente un dribble dans le dos, mais Davion tient bon et le force à rater son lay-up. Allez, on va insister sur le drive and kick. Mitchell, Robinson. Anderson qui pose un écran sur Tatum. Passe en retrait, mais Horford qui veille au grain. Quel contre! Boston tient le coup pour le moment, sortie de balle pour le hit. Et entrée de Keisha Johnson. Allez, remise en jeu. Pour Anderson, qui va pouvoir se venger? Oui. Mitchell continue son boulot défensif et récupère encore un rebond avant de lancer Keisha Johnson en contre. Pour Anderson. Et encore un gros bâche de Cornet. Oh là là, on n'arrive décidément pas à conclure. Ouais, rien à dire. Hein. Grosse présence du numéro 40 ce soir.
Ça repart, pull-up de Sherman. Il reste 4 secondes. Raquez, coincé dans le corner. Trouve Mitchell au centre. 3 points. Et Tatum relance la balle. Trouve Pritchard sous le cercle. Et ça fait 2 points faciles. Temps mort. Et il va faire du bien celui-là. Parce que Boston reste en contrôle. Et si on veut retourner le match, il va falloir rester solide. Je vais passer en simcast pour voir comment l'équipe se comporte sans intervention. On va évaluer un peu notre exécution dans les moments clés et voir si le collectif peut tenir sous pression. Allez, let's go. On recolle à 1 point. Porzingis pour la remise en jeu. Pour White. Superbe interception de Terry Rozier qui contre-attaque immédiatement. Il envoie Wiggins qui temporise avant de servir Hero sur le côté gauche. Contact avec Porzingis, faute. On a l'occasion de revenir à égalité. Quel retour. Hero sur la ligne des lancers francs. Bon, il manque le premier. Allez Tyler. Et le deuxième, ce sera dedans. Miami revient à égalité. 94 partout. Brown qui s'amuse sur Wiggins encore. Et Porzingis qui impose son physique. Prend le contact sur Wire et finit en 1-1. Oh là là, sur cette fin de match, pas du tout ce qu'on attendait. Boston reprend l'avantage. Et bien sûr, il convertit son lancer. Il faut répondre tout de suite. Hero. Trouve Rozier cette fois à droite. Et c'est dedans. Quel shoot. Brown qui enfonce encore une fois Wiggins et ça part au dunk. Inarrêtable ce soir. Toujours 3 points d'écart. Hero. On tente un système sur Rozier. Tente de shoot à Debayo. On ne trouve personne, ça ne marche pas. Si, il y a un shoot ouvert pour Rozier qui tente à 3 points. Oh, cette fois-ci ça passe pas. Rebond de Porzingis et ça repart pour Tatum. Il temporise, personne n'est devant. Petit dribble dans le dos, c'est magnifique. Et le dunk. Tatum qui climatise le Kaseya Center, mais Hero qui relance en lançant un petit système. Et sur Rozier à droite cette fois-ci. Rozier à 3 points et c'est dedans, c'est incroyable. Quel match de Terry Rozier. Ça repart vite sur Brown. Et Wiggins qui n'aura vraiment rien pu faire contre lui ce soir. Allez, 103-99, dernière chance pour Miami. Hero tente une ISO sur Drew. Le dog de Boston ne lâche aucun espace. Hero doit lâcher la balle pour Rozier à 3 points. Aïe aïe aïe, pas cette fois-ci, c'était trop difficile. Faute intentionnelle, ça va être très compliqué maintenant. Tatum sur la ligne des lancers francs. Et il rate le premier. Le deuxième sera dedans. 104-99, il reste 9 secondes 5. Est-ce qu'on peut y croire encore? Ça me paraît très compliqué. Wire pour la remise en jeu. Petit système pour essayer de libérer Hero. Non, ça marche pas sur Rozier. Rozier qui trouve cette fois-ci Hero à 3 points. Et non, trop difficile. Trop difficile malgré cette belle récupération de Wire qui réussit à gratter 2 points. Le match est clairement terminé. On va bien sûr faire un point, hein. Mais là ce soir ce sera une défaite au Kaseya Center malheureusement. On a montré du caractère. Défensivement, Mitchell, je l'ai trouvé plutôt précieux. Hero et Rozier ont répondu présent en attaque. Mais Wiggins a vraiment trop souffert là face à Brown. Et à l'intérieur, Boston a clairement imposé sa loi. Beaucoup de bonnes choses donc, mais encore du travail avant d'aller chercher une équipe du calibre des Celtics. On va devoir vite se remettre au boulot pour préparer le prochain match. The end of the game. We'd like to thank each and every one of you for your attendance. You make this arena so very special. We hope to see you again soon. Please, drive home safe. Et que dire de Jalen Brown? Franchement, il peut savourer un 40 points, une démonstration de puissance et d'efficacité. Il a été injouable ce soir. Que ce soit en isolation, en transition, sur jeu placé, il a dominé physiquement et techniquement. Wiggins a essayé, mais franchement, il n'a jamais trouvé la solution pour le ralentir.
Petit point sur les chiffres du match, Tyler Hero en patron clairement, 20 points, 9 sur 17 au tir, mais un petit 1 sur 7 à 3 points. Il aura porté l'attaque, mais il manque encore vraiment d'efficacité de loin. Terry Rozier, lui, était en soutien avec 16 points, mais avec un 3 sur 8 derrière l'arc, il a eu des opportunités pour inverser la tendance, mais ça ne rentre pas au moment clé. Je lui en voudrais pas sur ce match, il a quand même rentré des sacrés shoots. On a été plutôt maladroit, 42% au tir contre 52% pour Boston, trop d'occasions gâchées. Pendant ce temps-là, Boston, ultra efficace dans la raquette, 50 points inscrits à l'intérieur contre seulement 36 pour le 8. Bref, on a livré un vrai combat. On a eu l'opportunité d'arracher la victoire en fin de match, mais la différence d'efficacité offensive a coûté très cher. Porzingis, Brand et Tatum ont fait vraiment mal. On va apprendre de cette défaite et voir comment corriger nos faiblesses. On doit absolument trouver des solutions pour se renforcer et éviter d'être trop dépendant de Hero et Adebayo sur les prochains matchs. L'absence de Butler et d'un vrai go-to-guy dans les moments chauds s'est faire sentir, clairement. Des ajustements sont à prévoir, notamment défensivement sur les extérieurs. Et voilà, on arrive à la fin de ce premier épisode. J'ai pris beaucoup de plaisir à le préparer. Pour info, je débute dans le montage, donc tout n'est pas parfait. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos critiques constructives, tout ce qui pourrait m'aider à m'améliorer et à vous offrir un contenu de qualité. On se retrouve donc très vite pour la suite de cette reconstruction du Miami Heat. Quels ajustements faire? Quel match voulez-vous qu'on joue? Milwaukee ou Atlanta sur le back-to-back? J'attends vos réponses avec impatience et je ne manquerai pas de vous répondre. Sur ce, prenez soin de vous.